Ah bah bien sûr, encore à bouquiner, Andrea, toujours dans le week-end. Oui, mais je me prépare pour mon interview, Alexandre. Tu savais que Ella Maillard était la première femme au monde à barrer un voilier aux Jeux Olympiques. Elle a un parcours étonnant. Bonjour tout le monde, on va vous en parler dans l'émission du jour. Je filme voir Karine Bertholat, l'ancienne conservatrice du musée du Léman. Ça c'est fou, hein, tu sais, elle me racontait que pour faire ce livre, c'était pas gagné d'avance. Hein. On disait, mais tiens, une femme frivole, qu'est-ce qu'elle a à faire dans le monde de la voile? Ça, on en parlait il y a 100 ans, et encore aujourd'hui, on a un peu cette image des femmes dans ce milieu sportif-là. Donc, on va voir ce que ça va donner. Les femmes dans le sport, justement, moi, j'en reçois une, la sportive de l'année 2023, donc l'année passée au mérite sportif, Romane Favia, qui fait du roller, et puis qui est sur notre plateau aujourd'hui pour nous dire qu'est-ce que ça a changé de recevoir ce prix au mérite sportif dans sa carrière. Voilà. Suite tout à l'heure. Ouais. Je file chercher mon café parce que tu me l'as oublié là-bas, donc j'y retourne. Allez, bonne émission, Alexandre. À tout de suite, Andrea. Bon, et puis en plateau, bien sûr, comme tous les lundis, Jeux 7 et matchs, les résultats sportifs du week-end. Et puis, on reçoit Nicolas Imhoff, chef du service des sports du canton, pour nous parler du concept cantonal et de la stratégie à l'horizon 2035. Voilà, vous êtes bien installés? Et fais voir ta région. C'est parti. Et on part tout de suite à Nyon, où la municipalité a annoncé aujourd'hui décider de redimensionner son ambitieux projet pleine terre à Pertan. Souvenez-vous, il s'agissait de construire un parking souterrain d'environ 450 places et d'y adjoindre une galerie commerciale, une médiathèque-bibliothèque ainsi qu'un pavillon polyvalent. Mais excite désormais la galerie commerciale, seul le parking enterré de 450 places est conservé et en surface. L'exécutif nyonnais veut se recentrer sur l'essentiel, soit la création d'un parc végétal. Regardez ce reportage de Florian Cavalleri. Le projet du parc Pertan et du parking mis en souterrain est d'une assez rare complexité. Il se trouve qu'on a rencontré un certain nombre de contrariétés. Ça veut dire qu'il y a des changements de règles, des changements de loi. Il y a au niveau fédéral l'ISOS, qui est l'inventaire des sites et monuments historiques, mais aussi au niveau cantonal avec une nouvelle réglementation par rapport au patrimoine arboré, sans compter une intervention de Pronovieux-Duno qui demandait un autre classement de cette place Pertan, nous a obligés à re-questionner le projet. L'idée, c'était de voir comment on peut transformer ces contrariétés en opportunités, qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis, force est de constater qu'on aurait peut-être pu aller à ce projet en prenant des bons avocats, en prenant des bons conseillers et tout, mais qu'on aurait inévitablement retardé de plusieurs années un tel projet. Donc l'idée, c'était de dire comment on peut atteindre des objectifs prioritaires, et pour ce faire, une seule solution, c'est alléger et simplifier le projet. Donc du coup, vous êtes recentré sur l'essentiel, sur ce que demandait notamment la population à travers les démarches participatives, c'est-à-dire enterrer le parking et garder un parc en surface. Alors une chose est certaine, c'est que le statu quo n'est pas souhaitable. C'est-à-dire un parking en surface, en plein centre-ville, ça c'est pas souhaitable. Un parc arboré avec un parking en souterrain, c'est peut-être pas idéal pour certaines personnes, mais c'est acceptable pour la plus grande partie de la population. C'est même un projet enthousiasmant. Maintenant, il y avait une médiathèque. Bien sûr que c'est un projet qui est aussi très intéressant, mais on peut la faire ailleurs. L'idée, c'est de déplacer la médiathèque plutôt au Martinet, par exemple. Et puis, on avait une galerie commerciale, mais on a un grand questionnement sur l'évolution du chiffre d'affaires du commerce de détail. Et par conséquent, c'est un projet qui était censé financer la médiathèque, mais en y renonçant, on n'a pas forcément besoin de faire un plan d'affectation. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de refaire un plan de quartier, parce que la zone actuelle pourrait, sous réserve de modification, être utilisée telle qu'elle pour faire à la fois le parc et le parking. Si on a bien compris, cette galerie commerciale devrait en partie financer cette médiathèque. Est-ce que c'était là le talon d'Achille de ce projet, cette galerie qui finalement, au vu du commerce, comme vous l'avez dit, n'a plus lieu d'être dans une ville moderne? Non, le talon d'Achille, c'est la durée d'un projet d'une telle complexité. C'est que les réalités du moment où on lance un projet de type démarche participative ou
mandat d'études parallèles, on a un certain nombre d'éléments. Et puis, il se trouve simplement que quand on a terminé le processus, on s'aperçoit qu'il y a des paramètres qui ont changé. En l'occurrence, ce qui met en danger le projet sont les changements de réglementation au niveau fédéral et au niveau cantonal. Ce sont les principales causes de la remise en question du projet. Et de l'actualité, on passe tout de suite au sport. En ce lundi, voici les résultats sportifs du week-end dans Jeux, 7 et match. Voilà les résultats sportifs du week-end. On commence tout de suite par le football. Le Stade Nyonnais retrouve enfin des couleurs avec une première victoire cette année. Les jaunes et noirs se sont imposés 3-2 face à Baden samedi. Un ouf de soulagement qui met un terme à une série de 5 défaites consécutives. Et toujours en football, le championnat de Première Ligue a repris et l'US Terre Sainte a rencontré la réserve d'Yverdon Sport samedi. Un mauvais démarrage malheureusement pour les Copétans qui, en plus de recevoir une série de cartons, se sont aussi inclinés 0-1. Du ski, puisqu'il y a de la neige, en tout cas à Lézin, où se tenait la course de slalom géant ce week-end, et du championnat roman des minimes. Sacha Eren et Basile Bourda du Ski Club de Nyon ont terminé tous les deux 3e du championnat roman de slalom géant, respectivement U11 et U9. Bravo à eux pour leur super résultat. Et en échec, Nyon confirme sa première place sur le podium et son 3e titre consécutif de champion suisse d'échecs en groupe. Lors de la dernière manche du championnat qui s'est disputée samedi à Nyon, les 8 meilleures formations du pays se sont affrontées et Nyon a remporté de justesse son dernier match, 4,5 à 3,5 face à Winterthur. La saison s'est achevée jeudi dernier pour le Forward Morges qui s'est finalement incliné en demi-finale de play-off contre Vicky. Les Bulldogs sont fiers de cette saison, marquée par de belles performances. Le coach Mathias Pittet se réjouit déjà de retrouver l'équipe à la fin de l'été. Et puisqu'on vous parle de glace, ça y est, la patinoire de Nyon a vécu son dernier week-end d'exploitation avec le gala de patinage artistique du HC Nyon. La glace éphémère aura attiré plus de 18 000 personnes cette année. À Gland, la patinoire est encore ouverte cette semaine et fermera ses portes ce week-end avec son gala de patinage le vendredi 1er mars. Voilà donc pour les résultats sportifs. Et puis, on discute tout de suite du premier concept cantonal du sport et de l'éducation physique avec son responsable de service, Nicolas Imhoff. Bonjour Nicolas Imhoff, merci beaucoup d'être avec nous. Je vous en prie, bienvenue dans Fais voir ta région. Alors, merci. Vous êtes ici, Nicolas Imhoff, parce que ce jeudi, vous serez accompagné de la conseillère d'État en charge du sport, Christelle Luisier-Brodard. Vous présenterez devant la population nyonnaise ce premier concept cantonal du sport et de l'éducation physique. Alors le voici, vous m'avez même ramené le petit prospectus pour qu'on sache exactement de quoi ça parle. On va détailler justement ensemble à la fois les contours et les principaux axes stratégiques avec vous. Mais tout d'abord, pourquoi présenter un projet comme ça, un concept cantonal du sport et de l'activité physique? Et puis qu'est-ce que c'est au fond ? C'est un document qui nous permet de synthétiser sur une relativement longue durée, à l'horizon 2035-2038, quels pourraient être les axes de développement de la politique cantonale du sport. Qu'est-ce qu'on veut faire dans le sport vaudois pour les 15 prochaines années? C'était une volonté exprimée par le Conseil d'État au début de cette législature, puisque dans le programme de législature 2022-2027, le Conseil d'État a écrit « Nous devons établir une stratégie sur la politique sportive ». Jusqu'à maintenant, on se basait sur une loi. La loi dit ce qu'on peut faire, mais la loi, c'est de l'actuel. Et là, on veut se projeter. Qu'est-ce qu'on va faire dans les 15 prochaines années? Le sport bouge beaucoup, il a énormément changé. Je suis entré en fonction il y a 20 ans. Mon métier n'est plus du tout le même qu'aujourd'hui. C'est quoi qui a changé, justement? Ça fait 20 Bien, ans à l'époque, on parlait du sport. Voilà, on fait du sport. Aujourd'hui, déjà, ça s'appelle concept cantonal du sport et de l'activité physique. Oui. Cette notion d'activité physique, elle change complètement le paradigme. Et aujourd'hui, on se rend compte que le sport, qui était traité pour lui-même à l'époque, est devenu complètement transversal. Le sport, ça concerne l'école, parce qu'il y a l'éducation physique scolaire. Le sport, ça concerne l'aménagement du territoire, parce qu'il faut pouvoir construire des infrastructures. Le sport, ça concerne la santé, parce qu'évidemment, il y a un objectif de santé dans le sport. L'économie. Sport, ça concerne l'économie, avec les fédérations internationales, mais pas seulement. Donc, c'est devenu beaucoup plus transversal, et je pense que la manière de mettre sur pied une politique publique au niveau cantonal doit tenir compte de cette transversalité. Pour parler justement de ces axes stratégiques, il y en a 5, vous avez déjà commencé à en parler, mais j'aimerais savoir ce concept cantonal du sport,
sport. On l'aura compris, une stratégie pour les 10 prochaines années. Mais comment est-ce qu'il a été établi sur la base déjà de quels constats, de quelles études et aussi de quelles contraintes? Alors, d'abord, on a pris un mandataire, une entreprise spécialisée qui a rédigé des concepts cantonaux de sport pour des cantons et pour des communes. Cette entreprise a consulté un grand nombre d'acteurs des divers domaines, que ce soit dans les milieux politiques, dans les communes, dans les clubs et les associations cantonales, dans les fédérations internationales. Donc, un sondage pour nous permettre d'avoir une base de réflexion. Et à côté de ça, on a effectivement mené diverses études. On a notamment sondé les clubs sportifs sur la question spécifique des infrastructures. On a demandé à l'Observatoire du sport populaire, une association basée à l'Université de Lausanne, de nous faire une analyse de la littérature d'Europe occidentale sur comment le sport pourrait se développer dans les prochaines années. Et puis, on a également mener une étude comparative des politiques du sport des différents cantons pour voir un petit peu où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, que les autres font peut-être, etc., etc. Et sur la base de ces entretiens menés par notre mandataire et de ces études qu'on a menées nous-mêmes ou fait mener par d'autres, on a pu élaborer ce projet qui ensuite a été retravaillé par la commission cantonale du sport. C'est une commission d'une quinzaine de personnes qui viennent de tous les milieux et qui est là pour conseiller le Conseil d'État dans sa politique sportive. C'est donc un travail d'équipe vraiment très large. Et ce qu'il en ressort notamment, c'est que près de 40% des clubs sportifs du canton doivent aujourd'hui refuser du monde. Et en très grande partie, les clubs de sport citent justement le manque d'infrastructures. On est en retard dans le canton de Vaud, Nicolas Imhoff, sur les infrastructures et sur ce qu'on donne comme possibilité aux clubs. Je pense que dans une bonne partie, si ce n'est dans tous les cantons suisses, on a du mal à développer les infrastructures sportives en suffisance comparativement à l'augmentation de la population et la part de la population qui fait du sport. Je ne pense pas que c'est une spécificité vaudoise, mais effectivement, s'il fallait citer un problème principal dans le sport, c'est probablement le manque d'infrastructures. D'abord, elles sont construites par les communes. Les communes, il faut qu'elles aient les finances nécessaires et qu'elles aient l'appui du conseil communal. Ensuite, il faut avoir le terrain nécessaire. Ça, c'est une question d'aménagement du territoire. C'est devenu beaucoup plus difficile. Et puis, enfin, il faut passer tous les stades d'opposition qu'on peut rencontrer. Et ces oppositions sont aujourd'hui beaucoup plus nombreuses qu'il y a 20 ou 30 ans. Par exemple, pour des raisons d'accessibilité, par exemple, pour des raisons de nuisances sonores, de nuisances visuelles, etc., etc. Donc, ça fait beaucoup d'étapes à franchir pour arriver à construire les infrastructures. Et effectivement, malheureusement, plus d'un tiers des clubs vaudois refusent des nouveaux membres parce qu'ils n'ont pas assez d'infrastructures. Et ils sont presque un tiers à refuser aussi des nouveaux membres parce qu'ils n'ont pas assez d'entraîneurs. Alors exactement. Il y a aussi le manque de personnel, de bénévoles, d'entraîneurs, certes, mais le manque de bénévoles, tout simplement, et donc de formation aussi auprès de ces clubs qui sont, pour la plupart, des personnes qui essayent justement de mener à bien leur barque et puis leur club. Comment est-ce qu'on répond à ce genre de problématique du manque de personnel et du manque de formation de personnel dans les clubs? Alors, dans le canton de Vaud, on a mis sur pied depuis à peu près 1 an et demi un programme, à ma connaissance, unique en Suisse, de cours de formation pour membres de comités de clubs, auxquels tous les membres des comités des clubs peuvent s'inscrire selon leur intérêt. Et puis, on a sondé là aussi les membres des comités pour connaître leurs besoins, quels sujets les intéressent. Et puis, le format de ces formations. Il existe des formations données par Suisse Olympique, mais c'est plusieurs jours de formation sur des samedis avec un rapport à rendre. Et ça peut être bloquant quand on est bénévole dans un petit club. Nous, on donne des formations de 3 heures sur un thème. Et puis, si vous voulez faire plusieurs thèmes, vous en faites plusieurs. Mais par exemple, sur marketing et communication, utilisation des réseaux sociaux, comment diriger une assemblée, comment présider un club. Évidemment, un module finance, un module numérisation. Quels sont les outils numériques que je peux utiliser pour faciliter la gestion de mon club. Donc, on a mis sur pied ces formations qui réunissent, il y en a peut-être 7 ou 8 par année, et qui réunissent à chaque fois entre 40 et 80 personnes. Donc, ça marche bien. Mais évidemment, pour que la personne vienne, il faut déjà qu'elle ait eu l'envie de rentrer dans le comité de son club. Et c'est là que ça se joue aujourd'hui, c'est de trouver des gens qui ont le temps à donner pour la collectivité. Ouais. Et donc d'encourager forcément les gens à la fois à s'investir dans le sport, mais aussi dans les clubs. Pour parler un petit peu de notre région lyonnaise, Nicolas Imhoff, alors il y a ce gros projet de complexe sportif à Collovray qui va changer beaucoup de choses. Il y a en ce moment la construction d'une piscine patinoire à Terre-Sainte. Il y a un projet souhaité par la municipalité glandoise de construire une patinoire ici. Qu'est-ce qui aurait
aurait d'autres comme axes de développement possibles ici dans notre région nyonnaise? Et puis ma deuxième question, c'est quelle est la relation quel est le pouvoir plutôt du canton sur ce type de décision? Alors, ça figure dans le concept cantonal dont je vous parle aujourd'hui. On ne dispose pas dans le canton de Vaud, contrairement à 63% des cantons suisses, on ne dispose pas d'un inventaire des infrastructures sportives. Ça n'existe pas. Donc, c'est la première chose qu'on va faire. On va réaliser avec les communes et avec les régions un inventaire exhaustif des infrastructures sportives et ensuite, dans un deuxième temps, il faudra être capable d'établir une planification sur la base de l'inventaire de quel type d'infrastructure on a spécifiquement besoin dans quelle région du canton. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Ce que je peux vous dire, c'est que nos sondages montrent que dans votre district, comme dans les autres, on manque de toutes les infrastructures. Alors, il y a eu des efforts particuliers à faire dans votre région, notamment en termes de patinoires, de piscines aussi. C'est relativement rare, ce type de construction. C'est même beaucoup trop rare. La salle de Colevray, c'est un exemple unique dans le canton d'une infrastructure importante qui est dédiée au sport associatif et au sport populaire et non pas prioritairement au sport scolaire. Donc je crois que des efforts très importants sont faits dans cette région en ce moment, mais il manque néanmoins encore et toujours d'à peu près toutes les infrastructures, ne serait-ce que, pour parler de lui, du football, puisque une bonne partie des clubs refusent des membres. Et c'est vrai que la problématique du football, c'est qu'un terrain, ça prend beaucoup de place. Et là, on se retrouve lié à la problématique de l'aménagement du territoire et de la disponibilité des terrains. Mais à quel point est-ce que le canton peut encourager ce type de projet ou bien est-ce que c'est aux communes, on va dire, d'y aller fleur au fusil Alors, d'abord, il faut savoir qu'effectivement, la construction des infrastructures à 95%, c'est les communes qui les construisent, notamment pour les besoins scolaires, mais pas seulement, les terrains de football, etc. Dans quelques cas, ce sont des acteurs privés, ça peut être des clubs qui construisent leur terrain de tennis. Le canton, lui, a pour mission légale de construire les infrastructures nécessaires à l'enseignement du post-obligatoire, c'est-à-dire les écoles professionnelles et les gymnases. Donc la responsabilité incombe aux communes. Ce que le canton peut faire, et ce qu'il fait depuis à peu près 5 ans, c'est qu'il soutient financièrement les communes pour les infrastructures sportives qu'on estime être d'importance régionale. Et là-dedans, il y a par exemple toutes les salles triples, Colevray rentre là-dedans, il y a toutes les piscines couvertes et toutes les patinoires couvertes, plus quelques objets uniques. Donc le canton peut soutenir financièrement, et il le fait. Et ce qu'on étudie sur la base du concept, c'est de prolonger ce subventionnement, voire de le rendre un peu plus généreux. Nicolas Imhoff, on n'a pas le temps de passer tous les axes stratégiques. J'inviterai justement les gens qui nous regardent à venir jeudi soir, donc dès 18h à la salle communale à Nyon, donc pour vous entendre, ainsi que Christelle Luisier-Brodard pour présenter plus largement ce projet. Mais j'aimerais m'attarder sur un point spécifique qui intéresse beaucoup de gens aussi, au-delà des infrastructures. Il y a cet axe stratégique de l'inclusion dans le sport. Ça a l'air d'être quelque chose qui préoccupe à la fois les clubs, mais aujourd'hui qui préoccupe largement le canton. Alors qu'est-ce que le canton souhaite faire en termes d'inclusion dans le sport et qu'est-ce que c'est l'inclusion dans le sport ? C'est typiquement quelque chose dont on ne parlait pas du tout il y a 20 ans. Et aujourd'hui, effectivement, on se rend compte qu'on doit faire des efforts et qu'il doit y avoir une politique publique cantonale pour favoriser l'égal accès aux femmes, aux hommes, à la communauté LGBT. Par exemple, on entend dire que des clubs de football ou des clubs de hockey aimeraient avoir une équipe féminine, ils n'en ont pas, mais il n'y a pas assez de vestiaires. Et on ne peut évidemment pas mettre tout le monde dans le même vestiaire. Donc, ça, c'est de l'inclusion. Comment est-ce qu'on met en relation les clubs qui souhaitent développer une offre pour les sportifs en situation de handicap et les sportifs handicapés qui sont chez eux, mais qui ne savent pas où se situe l'offre, ou les institutions pour personnes handicapées qui ont des besoins pour pratiquer du sport, mais qui ne savent pas où s'adresser, à quel club s'adresser. Là aussi, il y a une question d'inclusion. Comment est-ce qu'on peut inclure dans notre politique sportive la population migrante qui a des besoins et des difficultés particulières? Tout ça, c'est l'inclusion. Et là-dessus, on doit travailler parce qu'aujourd'hui, on a fait quelques petits efforts, mais il n'y avait pas de politique publique clairement déterminée avec des objectifs précis. Et c'est vers ça qu'on doit tendre. Nicolas Imhoff, je pense que beaucoup de gens doivent se poser la question, après un concept cantonal, j'aimerais vous poser cette question justement les yeux dans les yeux, Nicolas Imhoff. Après ce concept cantonal d'une stratégie, quand est-ce qu'il y aura des mesures concrètes qui seront annoncées par le canton suite à ce concept ? Les mesures concrètes devraient normalement être annoncées
au plus tard au tout début de l'été, dans le cadre d'un contre-projet à une initiative populaire qui demande plus de moyens pour la politique sportive vaudoise. Et ce contre-projet contiendra des mesures concrètes d'application du concept et sera soumis à consultation. Tout le monde, chacun de vos téléspectateurs, chacune de vos téléspectatrices pourra se prononcer sur le contenu du contre-projet et donc sur les mesures concrètes dont vous parlez. Ouais, vous parlez justement, Nicolas Imhoff, de cette initiative populaire pour un budget de 100 millions de francs pour le sport, dédié au sport dans le canton. C'est trop ambitieux, 100 millions ? Il faut admettre que c'est beaucoup d'argent. Aujourd'hui, le budget du service, c'est à peu près 8 millions. Maintenant, l'argent dédié au sport n'est pas que dans mon service, puisque la construction des salles cantonales, c'est dans un autre service. Tout ce qui concerne ce qui encadre le sport à l'école, c'est ailleurs. Mais évidemment que de passer de 8 ou de 20 ou de 30 à 100 millions, c'est très ambitieux. Maintenant, ce n'est pas à moi de dire si c'est trop. C'est d'abord au Conseil d'État, ensuite au Grand Conseil et enfin à la population. Pour l'instant, le Conseil d'État a demandé au Grand Conseil la possibilité de pouvoir présenter un contre-projet. Donc ce contre-projet se situera quelque part entre ces 10 et ces 100 millions. Je suis incapable de vous dire à combien aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions, Nicolas Imhoff. Et puis donc, rendez-vous ce jeudi soir, 18h à Nyon, pour en entendre plus sur le concept cantonal du sport et de l'activité physique. Nicolas Imhoff, merci infiniment. Merci beaucoup. Très bonne journée et à bientôt. Eh bien, nous allons rester dans le sport, même si on se dirige déjà un peu vers la culture, avec Andrea Braslopo qui est allée à la rencontre de Karine Berthola, ancienne conservatrice du musée du Léman, qui a écrit un livre sur Ella Maillard, navigatrice. Écoutez. Karine Berthola, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour cette balade. Est-ce que c'est un temps qui aurait plu à Ella Maillard ? Ah oui, énormément. Avec le vent, navigatrice oui. Hors pair. Elle fait partie des pionnières. On va un petit peu raconter son histoire puisque vous avez écrit ce livre qui est sorti il y a quelque temps pour un anniversaire, une date spéciale. Oui, exactement. Il est sorti à l'occasion des Jeux Olympiques où Ella Maillard, en 1924, représentait la Suisse. C'était la seule femme. Elle avait 21 ans. Le niveau était très relevé, la moyenne d'âge des autres hommes était de 44 ans et la plupart étaient déjà des champions olympiques. Donc oui, c'était vraiment un exploit à cette époque. Elle est douée un peu dans tous les sports, le ski et notamment sur le lac, en mer. Elle a fait plusieurs régates. C'est notamment ce côté sportif dont vous vouliez justement en savoir plus. Exactement. En lisant ses livres, elle est très modeste. Elle raconte, il y a à peu près une dizaine de pages sur le Léman et je me demandais comment elle était arrivée à ce niveau-là, comment elle avait fait. Et donc, voilà, j'ai commencé toute une enquête à partir des photos déposées à Photo-Élysée, des archives à la bibliothèque de Genève. Et là, j'ai pu établir un palmarès assez incroyable. Elle a participé à plus d'une 60aine de compétitions. Elle a gagné la Genève Roll, ce qui est quand même incroyable, et la Coupe Marseille, qui était le plus grand challenge à son époque. Ouais, une femme modeste, mais surtout il fallait se faire une place parmi un milieu très masculin. Alors exactement, c'était pas du tout facile pour elle parce qu'elle n'avait pas d'argent, donc elle a possédé aucun bateau. Elle a appris à naviguer avec une autre femme incroyable qui était Hermine de Saussure, qui venait de Paris en villégiature au Creux de Gentot. Et c'est Hermine qui a appris à naviguer à Ella. Et ensuite, les deux femmes ont navigué sur différents bateaux, sur le Léman, mais aussi en mer, sur Perlette, Bonita, Atalante. Et là, elles ont fait près de 10 000 milles en mer. Ouais, Ella a marqué l'histoire parce qu'elle fait partie des premières femmes, notamment, à avoir participé et à tenir la barre dans les Jeux Olympiques. Exactement. Elle est la 4e femme à participer en voile aux Jeux, mais c'est la première qui est vraiment à la barre. Les autres étaient équipières à bord des bateaux de leur mari. Et là, elle était sur un dériveur et elle s'est classée 9e. Mais elle était très déçue parce que personne n'a vraiment remarqué ce qu'elle avait fait. Mais c'est incroyable parce que son résultat est resté le meilleur pour une Suissesse jusqu'en 1992. Mais pourquoi c'était important pour vous de raconter cette histoire ? Parce qu'elle-même a écrit beaucoup de livres, il y a beaucoup de traces, donc c'est sur ces récits-là dont vous êtes basé. Mais pourquoi cette volonté de mettre en avant ce personnage-là ? Voilà, écoutez, elle a tout décrit dans 2 livres, La croisière et caravane et La vagabonde des mers. Mais c'était un peu frustrant quand on lit ces livres parce qu'il n'y a pas les photos, il n'y a pas les images. Et dont à Photo-Élysée, il y avait vraiment 500 images absolument fabuleuses. Et j'ai voulu faire un livre qui contextualise les écrits d'Ella. L'idée, c'est que les gens retournent lire Ella, mais
grâce à mon livre, peuvent imaginer sur quel bateau elle était. Parce qu'il faut quand même imaginer, c'était il y a 100 ans. Elle est née la même année que ma grand-mère. Donc c'est très très difficile de se souvenir, de savoir quels étaient les bateaux. Qu'est-ce qui vous a peut-être ému, parce que vous êtes vous-même une passionnée notamment de tout ce monde lacustre, en revoyant ces photos qui sont exceptionnelles, hein. On voit qu'il y a une trace d'histoire qui est là. Qu'est-ce qui vous a ému en revoyant peut-être ces photos et ces écrits? Moi, ce que j'ai trouvé fabuleux, d'abord, c'est son indépendance d'esprit, sa liberté, sa modernité aussi. Et puis aussi, ce qui est fou, c'est que quand on arrive en 1927-28, quand elle arrête de vraiment faire du bateau, qu'elle se consacre alors plutôt au ski, on se dit, waouh, déjà, voilà déjà une vie. Mais en réalité, c'est que le début. À 30 ans, elle recommence une toute autre vie. Et je trouve, en cela, elle est vraiment un personnage très inspirant pour les jeunes sportifs d'aujourd'hui, qui consacrent des fois 10-15 ans de leur vie, de leur jeunesse, puis après, elles doivent rebondir, faire autre chose. Et là, elle est fabuleuse, c'est un exemple fabuleux. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle dirait justement de ces sportifs, de ces navigatrices? Elle dirait Paris réussi, ou il y a encore du chemin à faire? Elle dirait qu'au vu de certaines affaires, qu'il y a encore du chemin à faire, mais je pense qu'elle serait extrêmement contente de voir que des filles comme Justine Métro, comme Clarisse Kremer, comme tant d'autres maintenant font des courses en solitaire, sont reconnues par des grandes écuries, sont sur des superbes voiliers. Et je pense qu'elle saluerait, elle serait très heureuse. Enfin, ce livre va notamment voyager avec des expositions. La première chez nous, qui sera à Vernet la semaine prochaine. Exactement. À la Fondation Boll à Morges, nous présenterons toute une série d'images et tous les objets en lien avec le Léman et les Jeux Olympiques, ainsi qu'une série d'images qu'elle a fait plus tard durant ses voyages. Et puis, cette exposition ira ensuite à Paris, au Cercle La Voile de Paris, à l'occasion des régates commémoratives qui seront organisées pour célébrer les Jeux Olympiques de 1924. Cela sera en juin. On se réjouit de suivre tout ça en votre compagnie. Merci. Ça vous a donné envie d'écrire d'autres livres, j'imagine, Karine? Oui, c'est pas tous les jours qu'on tombe sur un sujet aussi fabuleux. Et puis, c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup encore à dire sur le yachting féminin. Merci d'avoir été en notre compagnie pour cet entretien. Merci. Merci beaucoup Andrea pour ce reportage. Le printemps précoce ravit les riders qui peuvent d'ores et déjà dévaler les pentes et les routes en roller ou en skateboard. C'est le cas de Romane Favia, rideuse de Givrin, qui avait été élue sportive de l'année au Mérite Sportif 2023. Elle est avec nous en plateau. Bonjour Romane. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. De rien. Je vous en prie. La dernière fois qu'on vous a vu sur notre antenne, vous étiez en chaise roulante pour recevoir ce Mérite Sportif. Là, je vois que ça va mieux. Ça va mieux. Vous étiez blessée. Tout va bien alors? Oui et non. J'ai toujours j'ai perdu probablement 50%, voire plus, de la mobilité et de la force. Mais on fait avec. Travail alors, du coup, ouais. de rééducation. Ouais, exactement. Mais en soi, le corps, il est extrêmement bien fait et on s'adapte. Donc en fait, j'ai eu peur au début de ne pas pouvoir refaire, mais ça faisait aussi partie du jeu. Ouais. Donc, vous avez rechaussé les rollers ou pas? C'est déjà fait. Ça y est. Ça, c'est déjà fait. Et même l'été passé, c'était déjà le cas. Mais je suis partie d'abord sur la luge parce que j'en avais déjà commencé l'année passée. C'est un peu les mêmes tracés. Ouais. Mais ça permettait en fait, je freinais à peu près à 1,5 pied. D'accord. On s'adapte. C'est vraiment freestyle pour le coup. Oui. Et puis... mais ça marchait très bien. Et en fait, j'avais quand même mes rollers en rab, en mode genre, mais si ça revient, si la mobilité elle revient, peut-être que, je sais pas, j'ai pas envie de louper une occasion où je pourrais de nouveau me sentir libre, etc. Et petit à petit, à chaque fois que je me disais non mais j'arrivais pas à faire ça parce que j'avais besoin de ma cheville, j'avais besoin de relever le pied, etc. En fait, je me prouvais à moi-même que j'arrivais à le faire d'une autre manière. D'accord. Et donc ça, c'est vraiment chouette. Bon, vous en êtes où alors? Parce que vous avez été sacrée doublement championne du monde en roller dans diverses catégories. Sportive de l'année au Mérite Sportif, on va en reparler bien sûr. Mais là, du coup, vos objectifs, c'est quoi à court terme, long terme là, alors, je crois que j'aimerais surtout faire des progrès en termes d'avancer un peu plus dans la liberté que je peux avoir sur mes patins. Mais comme objectif à court terme, il y a des championnats espagnols dans 1 mois.
Et il y a diverses courses en France, en Italie et quelques freerides. Donc les freerides, pour rappeler, ce sont seulement des événements où on ferme les routes, où il n'y a pas forcément de compétition, mais c'est le moment idéal pour en fait s'entraîner et sans qu'il y ait de danger au niveau des voitures, etc. La route est protégée. Et donc il y en a une flopée qui arrive en été, et je me réjouis énormément. Sachant que maintenant, j'ai 2 disciplines. Donc, la luge, la street luge, où on est couché et on freine avec les pieds, donc c'est encore plus aérodynamique. Et le roller, donc voilà. Alors, on va juste voir une petite image de la luge, justement, voir un peu à quoi ça ressemble. La luge. Tout le monde ne s'en rend pas compte, ouais. Exactement, voilà. D'accord. Donc vous avez fait ça pendant que vous étiez blessé avant de remonter justement sur les rollers. Et d'ailleurs, il me semble que cette luge, je crois, vous avez pu la concevoir grâce à ce prix des mérites sportifs, notamment. Exactement, exactement. Alors, ça a changé quoi, les mérites sportifs régionaux, d'être sportif de l'année ici dans notre région? Ça a changé quoi pour vous? Comme vous venez de le dire, ça m'a permis en fait d'amener, de financer en fait mes projets futurs. D'une part pour me payer le matériel nécessaire à ma propre protection et aussi à un matériel genre des roues, des trucks, j'ai dormi avec ma luge pendant 2 mois quand j'étais dans mon lit. Ok, et en termes de visibilité, ça a changé quelque chose ou pas? Et ouais, justement, je pense qu'il y a clairement une forme de reconnaissance. En tout cas, je pense pas que je manquais de reconnaissance autour de moi, mais je pense que ça m'a montré aussi que c'était pas rien ce que je faisais et que c'était pas juste une espèce de hobby, que c'était vraiment une part importante de ma vie, mais qui signifiait aussi quelque chose. Ouais. On voit justement là, sur les images, c'est hyper impressionnant ce que vous faites. Alors, il y a une dimension artistique, on va y revenir, mais moi j'aimerais déjà parler du risque, parce que j'imagine là, il doit y avoir une adrénaline, quelque chose qui vous pousse à monter là-dessus puis à ne pas avoir peur, parce que vous êtes lancé, on le verra après, jusqu'à plus de 100 km/h, vous avez même atteint 115 km/h. Comment on fait pour pas avoir peur là? Alors, je pense que le but c'est de pas avoir peur. Ah, d'accord. Donc, je pense que la peur te sauve clairement la vie. Okay. Mais je pense que la dimension première, c'est que, bon, comme le vélo, au début, évidemment, des choses simples peuvent paraître effectivement effrayantes, mais je pense que c'est qu'une question d'apprentissage. En fait, au bout d'un moment, tout devient finalement facile. Donc, pour moi, de me tenir sur des patins et de descendre, ça devient facile. Mais je pense que ce qui me garde toujours autant passionnée, même quand les choses deviennent plus facile, mais on peut toujours aller plus loin, c'est le fait d'être dans le moment présent. Parce qu'en fait, on n'a pas le choix. C'est que si on se déconcentre, si on regarde ailleurs, si on pense à autre chose, si on pense à nos simples problèmes, en fait, là, le risque, il devient présent. Et en fait, je pense qu'il y a une différence entre le risque et le danger. Donc le risque, c'est quelque chose qu'on prend en étant conscient. Ça veut dire qu'en vélo, on met un casque parce qu'on sait qu'il y a un risque qu'on tombe. Donc on apprend à l'apprendre et à l'appréhender. Tandis que le danger, c'est quelque chose type qu'on peut pas vraiment contrôler. Je sais pas comment dire, mais c'est quelque chose une voiture, un truc qui traverse. Et là, on pouvait rien faire. Ça fait partie du jeu. Non, ce que je voulais dire, en fait, c'était pas ça. Le risque, pardon. Le danger, ça, c'est le risque. Le réel danger, c'est quand on est inconscient du risque, à mon avis. Voilà. Donc, il faut garder ça en tête. Et puis, alors là, on voit justement sur ces images, vous êtes en binôme. Il y a aussi ça qui se fait. Et alors, il y a une dimension beaucoup plus artistique. D'ailleurs, en préparant cette émission, vous m'avez dit, là, de plus en plus, le roller, pour moi, c'est un peu comme de la danse. Exactement, ouais. Vous dansez sur vos rollers. Ouais, je viens de la musique à haut niveau. Vous avez fait du violon. Ouais, j'ai fait ça pendant 20 ans et il y a toujours la dimension musicale derrière. Donc les gens ne se rendent peut-être pas compte directement du lien, mais pour moi, il est extrêmement clair. Et en fait, on roule à Lausanne, on roule sur les routes, etc. Et c'est vraiment le corps avec les espaces autour, les gens. Il y a vraiment une dimension où moi, je ne descends jamais avec des écouteurs. Alors, les gens diront ce qu'ils diront, mais je suis responsable de mes propres imbécilités. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais il y a clairement un truc où moi, c'est ma manière de m'exprimer. Ouais. Et là, j'ai testé 2-3 choses l'année passée. Voilà, c'est ça
C'était ça la piste. Ouais, le pic à 115 km/h. Ouais, voilà. Là, comme ça, on peut voir en première personne. Là, c'est filmé sur votre casque. On se rend compte quand même de la vitesse. Ouais, vous êtes en roller, hein, quand même. Il faut quand même préciser. Les rollers que j'ai fait. Vous êtes en roller. Bon. Donc la dimension artistique, elle est clairement dans. J'aime bien être créative, donc voir aussi qu'il y a une communauté où en fait c'est un sport de niche, où on se rend compte que c'est pas qu'une question de compétition. Ouais. Là, c'est la première fois que je faisais avec un ami un run où on se tenait la main du haut en bas, alors qu'en soi, on sait pas. C'est vraiment le premier run. C'était le dernier, on pouvait pas en faire d'autres. Mais il y a pas beaucoup de femmes non plus. Hein. Non, pas beaucoup. Dans le roller, c'est très rare. Hein. Pas ici, en tout cas plus. La scène en Colombie se développe énormément, donc en Amérique du Sud. Mais en Suisse. Et en Suisse, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Mais Alors, c'est quoi, vous, qui vous a donné envie de vous jeter sur les patins? Parce que je précise quand même, ça fait que 4 ans que vous faites ça. Et puis là, voilà, double titre de championne du monde, sportif de l'année. Donc, ça va bien pour vous. Mais c'est quoi qui vous a poussé à vous mettre au roller? J'ai toujours fait un peu de patin à glace à mes heures perdues. Et de nouveau, j'ai toujours voulu faire un peu du patinage artistique ou faire quelque chose comme ça, mais la musique prenant beaucoup de temps, j'ai toujours été autodidacte. J'ai simplement, au bout d'un moment, je sais pas, pour question de confort, de patin, j'ai un ami qui m'a dit, c'était à la patinoire de Nyon, du coup, l'éphémère, où on m'a dit, mais des patins, parce que tu peux faire ça aussi l'été, et j'en ai mis, et j'ai fait genre, ah ouais. Là, je peux aller partout, je peux être libre. On est tellement libre, on peut aller sur les trottoirs, en fait, c'est un truc qu'on ne peut pas vraiment nous... Je sais pas comment dire. On ne peut pas vous arrêter. Quoi. Ouais. Si vous filez, c'est sûr qu'à 115 km/h, personne Ouais, exactement. Romane, pour terminer... Comment ça se passe en ce moment? Parce que vous êtes dans cette carrière sportive, vous visez les World Skate Games aussi, donc qui sont les gros championnats du monde. Vous aviez, là où vous aviez brillé justement, donc qui auront lieu à la fin de l'année. Mais vous arrivez à conjuguer ces entraînements, cette vie sportive, ces compétitions, avec votre vie d'étudiante. Je crois que vous êtes étudiante en art, vous êtes en train de faire un mémoire, sauf erreur. Ça va, vous arrivez à conjuguer les deux? Ouais, je pense que aussi grâce à ces mérites sportifs, j'ai pu me rendre compte qu'en fait, c'était pas simplement un truc à côté, mais j'aimerais vraiment en faire quelque chose qui est clairement dans ma vie et qui, en fait, tout est conjugué. Donc, en fait, je me sers du roller pour exprimer quelque chose en art et je me sers de l'art pour exprimer quelque chose dans le roller. Donc, en fait, tout se conjugue et c'est vraiment une forme de projet de vie, un mode de vie, je dirais. Donc, vous voulez continuer à vous engager là-dedans. Alors, prochaine compétition, on l'aura compris, c'est en mars. Vous partez quand en Espagne, là, pour cette compétition? J'ai toujours pas pris les billets, mais juste après mon mémoire. D'accord. Je finis mes jurys et là... D'accord, ok. Donc, début mars, la compétition en Espagne, vous nous donnerez des nouvelles. Hein. Ouais, on va vous suivre. Romane Favia, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis à vous qui êtes chez vous, merci d'avoir regardé cette émission. Demain, dans FC Politique, vous retrouvez Florian Cavalleri qui va vous parler de mobilité. Un grand débat sur la mobilité dans notre région sera ouvert sur notre plateau demain. Vous pouvez d'ailleurs nous donner votre avis sur à la fois la 3e voie d'autoroute, le développement des rails souhaité aussi par le canton sur nos réseaux sociaux. Et puis pour ce qui concerne Fais voir ta région, on se retrouve avec Andrea mercredi. Bye bye, bonne soirée. La 3e voie d'autoroute, tout le monde en parle et tout le monde a un avis dessus. NRTV organise un grand débat consacré à la mobilité régionale. Ce sera le 27 février prochain. Alors, vous avez une opinion, vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire sous cette vidéo.